S'il y a bien un appareil qui a excité le marché de la photo en ce début d'année, je pense que c'est bien lui, le OM1. Capteur empilé, donc égal d'un A1, d'un Canon R3, d'un Z9. Il rentre dans un monde où il y a très peu aujourd'hui d'appareils photo dans ce monde-là. Mais version micro 4 tiers et à un tiers du prix finalement de ces appareils photo-là. Donc waouh, je comprends que vous soyez excités. Et en plus, il s'avère qu'il est sorti en même temps que le Panasonic GH6. Et il promet avec son capteur empilé une montée en ISO dingue, une dynamique dingue, du 4K 60 fps. Franchement, c'est clair qu'il a beaucoup d'atouts, mais on va quand même faire le test dans cette vidéo. Donc, en vidéo, en l'occurrence, il promet 4K 60, aucune limite de temps d'enregistrement, aucune surchauffe. J'ai tout testé, on ne va pas y passer pendant 2 heures, il n'y a pas de surchauffe, je vous le confirme à 100%. Vous avez même la capacité de faire du RAW avec cet appareil. Quand je vous dis qu'au moment où j'ai testé le GH6, tout le monde me parlait du OM1 en me disant que c'était le OM1 finalement qui faisait envie et que le OM1 allait faire de l'ombre au GH6. En plus, on a toujours la stabilisation dingue qui fait quand même la renommée d'Olympus. Je vous montre un plan qui a été fait à bras levés en roulant dans la voiture. Waouh, on dirait vraiment que je suis sur un gimbal en fait. C'est absolument impressionnant. Pourtant, ça bouge dans tous les sens. Pour moi, c'est vraiment la meilleure stabilisation que j'ai jamais utilisée. C'est vrai qu'en termes de stabilisation, ils promettent 8 stops et je pense qu'ils y sont. Et j'ai même vu quelque chose de mieux par rapport au GH6 sur lequel j'avais fait exactement le même test dans la voiture. J'ai comparé un peu les deux plans. Voilà, c'est vrai que le Olympus fait quasiment mieux et ça, c'est plutôt impressionnant. Donc, waouh, en termes de stabilisation, bravo, grand respect pour leur travail. Mais je vais aller droit au but parce qu'il y a une autre partie qui brille un peu moins. Et là, c'est même flippant. Et en fait, c'est la partie autofocus. Et quand je vous dis qu'elle brille moins, cette partie autofocus, je veux dire que c'est inférieur, par exemple, à ce que vous connaissez sur un GH5. Je ne parle pas du GH6, je parle du GH5. Et en fait, c'est même moins bon que l'ancienne génération d'Olympus. J'ai demandé à Brice de me prêter son EM1 Mark III. Il fait tout mieux. Je ne peux pas vous dire autrement, il fait tout mieux. Vous voyez ici ce OM1, même sur une petite marche comme ça, il n'y arrive pas. Et ici, bon, on est allé à différentes vitesses et il n'y arrive tout simplement pas, quoi. Vous voyez, ici, je vais lui demander de courir un tout petit peu plus vite. J'ai pas d'explication. J'ai torturé les paramètres dans tous les sens. J'ai réinitialisé, j'ai tout essayé, en fait. Je suis même allé apporter le boîtier à mon ami Brice, qui est quand même habitué des boîtiers Olympus, qui m'a prêté d'ailleurs ce EM1 Mark III, un grand merci à lui. Donc, il est habitué des boîtiers. Je suis allé voir si lui, il arrivait d'une manière ou d'une autre à trouver d'autres résultats. Il a constaté exactement comme moi, il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est inférieur à un Panasonic GH5. C'est-à-dire que, en fait, le seul moment où ça marche vraiment, c'est quand vous êtes en facecam ou en vlog, où là encore, ça peut arriver à faire le job. Mais pour moi, cet autofocus, voilà, il marche quasiment pas. Vous voyez, en fait, je m'en suis rendu compte lors des premiers tests que j'ai fait avec la modèle, avec Céline. Coucou si elle regarde cette vidéo. Vous voyez, il galère déjà, il sait, le carré vert est bien sur la tête, mais la mise au point ne se fait pas, il n'y a rien à faire. Il a un retard qui est monstre en fait. Là, on va voir que quand je dézoome, il arrive un tout petit peu à la trouver. Mais voilà, ça marche pas. Et vous voyez ici, je lui ai demandé, mais tu fais un pas en avant, un pas en arrière. Et vous voyez, il a du mal à suivre la mise au point. Et là, je lui demande juste de faire un pas en arrière, vous voyez, la mise au point, elle est perdue. Donc, on est sur un niveau d'autofocus qui est extrêmement faible. Extrêmement faible. Voilà, moi écoutez, je suis le premier surpris de cette situation-là. Et je l'ai amené d'ailleurs en concert pour filmer et j'ai noté quand même pas mal de pompage, j'ai été surpris. Voilà, là, vous voyez, c'est flou. Donc tous les plans, ça pompe en permanence. Bref, ça fait quand même pas très bien le job. Ici, je suis sur de la 4K 50 fps. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que, attention, si vous voulez faire du vlog ou si vous voulez faire du facecam, ça fait le job malgré tout. Mais cette histoire d'autofocus en vidéo m'a vraiment pris la tête parce que je suis vraiment dubitatif de ce que je suis en train de vous montrer. C'est très surprenant. Je ne sais pas quoi vous dire. En termes de qualité d'image, en bonne nouvelle, on a la même qualité d'image en 4K 25 et en 4K 50 et on a exactement la même qualité d'image aussi lorsque vous montez les ISO à 12800. Il n'y a aucune différence entre les deux. Je vous l'ai dit, vous avez en plus zéro surchauffe parce que j'ai pu filmer presque 4 heures d'affilée de 4K 50 fps sans voir le moindre témoin de chauffe.
Donc là, à ce niveau-là, ça fait bien le job. Malgré tout, en vidéo, on est bien obligé de le comparer au GH6 qui sort en même temps, qui a un capteur de 26 millions de pixels contre 20 millions de pixels pour le OM1, et qui n'a pas de capteur empilé sur le GH6, donc clairement, ça a le désavantage. Pour autant, il donne une qualité qui est supérieure en termes de 4K par rapport à ce que se donne ce OM1. Et la montée en ISO, elle n'est pas géniale non plus, hein. Je vous montre ISO 3200. Je ne vous cache pas que je me suis gratté un peu la tête en voyant ces images-là. Ouais, je m'attendais à mieux. Et on va regarder maintenant ISO 6400. Et en fait, ça me semble toujours le moins bon, c'est-à-dire qu'il est presque inférieur finalement à l'ancienne génération. Et quand on regarde ISO 12800, il n'y a pas photo avec le GH6 par exemple, hein. J'avoue que sur la partie vidéo, tout ça, c'est un peu décevant. En termes de dynamique, mesuré en OM-log, hein, on atteint 10.5 stops de dynamique, tandis que j'ai mesuré sur le GH6 11.4. Donc c'est quand même quasi un stop de plus sur le GH6. Donc là encore, la dynamique, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie en vidéo. Capteur empilé, forcément, un excellent rolling shutter, un 150e en vidéo, ce qui est une excellente mesure. Je me demande même d'ailleurs si c'est pas la meilleure mesure que j'ai jamais vue en vidéo. Donc à ce niveau-là, on ne peut rien lui reprocher, ça marchait très bien. D'ailleurs, quand j'ai voulu filmer le concert que je vous ai montré, j'ai eu aucun problème. Donc, on va pas se mentir, au moment de faire le bilan en vidéo, le bilan, il n'est pas top. Visiblement, ils ont bossé sur une autre partie et c'était pas la partie vidéo qui était la priorité. Petite pause dans la vidéo, c'est la première fois que je vous fais une vidéo sur un appareil photo Olympus. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? La meilleure manière de le signifier, c'est de vous abonner. Moi, ça me permettra de voir si ça vaut le coup de continuer à faire des vidéos sur le micro 4 tiers ou si c'est quelque chose qui finalement ne vous intéresse pas. Capteur empilé, prix ambitieux. On attend clairement un appareil qui va envoyer du lourd niveau autofocus, hein. Rafale jusqu'à 50 images par seconde. J'avais très peur du buffer au moment où j'ai lu les specs. Moi, ça me semblait vraiment limite. Mais sur le terrain, sincèrement, j'en ai jamais souffert. Ça m'a absolument jamais gêné. Premier test avec ma chienne. Voilà, là, elle arrive vraiment très rapidement. Une rafale avec un max de photos. J'ai en moyenne 18 photos par seconde sur cette rafale-là, tenue sur 4 secondes. J'ai pas une seule photo floue de toute cette rafale-là. On va pas les regarder toutes, mais vous voyez, même la dernière, la plus dure ici, attendez, la plus dure ici, elle est toujours nette. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est clair que c'est un 100% et ça a très bien marché. Et là, pour le coup, c'est équivalent à ce que je connais sur d'autres capteurs empilés. Deuxième test avec mon fils Nathan. Vous savez, le même test là qu'on vient de voir catastrophique en vidéo. Là, je l'ai fait avec le EM1 Mark III. Quasiment toutes les photos sont floues. Il en est tout simplement pas capable. Elles sont toutes floues sur le EM1 Mark III. Et je refais le même test avec l'OM1 qui était incapable de le faire en vidéo. En photo, regardez là, on est sur 50 images par seconde sur celle-là. Vous voyez à quel point j'ai énormément de photos. Et vous voyez, à un moment donné, le buffer lâche. Et forcément, j'ai moins de photos. Mais vous voyez le détail que j'ai dans le mouvement. Et sur cette séquence-là, zéro photo floue. Donc oui, ça a marché de manière excellente. Et regardez jusqu'à la dernière photo. Excellent, 100% de taux de réussite. Donc je peux que vous dire, waouh! Et je me pose la question, hein, comment on peut être aussi bon en photo et aussi mauvais en vidéo? J'ai pas la réponse, hein. Je peux vous assurer que j'ai cherché. Peut-être que la vidéo n'a pas été développée, j'en sais rien. Haute démonstration, toujours en 50 images par seconde. Donc effectivement, on en a des images, hein. Et là, vous pouvez vraiment choisir le bon instant, la bonne photo. Je peux m'arrêter quand je veux là. Il n'y a pas de photo floue sur cette séquence-là. Du début à la fin, elles sont toutes 100% nettes. Vous voyez, même là, voilà. Même là, là, elle est floue. Voilà. Vous voyez, même là, elle est nette. Donc, toutes les photos sont nettes sur cette séquence-là. Donc, on peut dire, waouh. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a deux périodes sur cette rafale-là. On a une période à 50 images par seconde qui va durer 2 secondes. Et j'ai réellement 50 images dans la seconde. Ça, c'est tenu et c'est toujours tenu. En tout cas, sur les objectifs qui le permettent. Parce que le problème, c'est que la liste des objectifs compatibles avec le 50 images par seconde est extrêmement courte. Et ce qui me choque, moi, personnellement, c'est que le 100-400 de chez Olympus n'est malheureusement pas dans cette liste. Donc, si vous faites de l'animalier, à moins d'avoir les objectifs qui coûtent une fortune, vous ne pouvez pas profiter du 50 images par seconde. Mais, une fois que le 50 images par seconde est terminé, que le buffer est plein,
Ce que je trouve intéressant à signaler, c'est qu'on arrive à une rafale de 10 images par seconde. Et donc finalement, on ne se retrouve pas avec un rythme indécent de 1 image par seconde. On continue, vous voyez ici par exemple, j'avais plus de capacité, je continue d'avoir des photos 10 images par seconde. C'est déjà très très bien. Donc je trouve que la bascule entre le moment où le buffer est rempli et le moment où le buffer est plein est vraiment bien faite. Et donc ça, il n'y a rien à signaler. Donc la performance autofocus, elle est là, hein, ça marche, il n'y a quasiment pas de photos floues. Le OM1 inaugure une détection des visages et des yeux de nouvelle génération, une détection des animaux, des véhicules, un tracking performant. Donc la mise au point, elle est là. On va voir maintenant si tout ce qui est la partie software finalement de détection qui doit permettre de savoir où est-ce qu'il faut faire la mise au point, est-ce qu'elle est exactement au même niveau. Donc on commence toujours avec Céline, la géniale Céline qui m'aide beaucoup. Pour voir comment son visage est détecté, on peut voir qu'on a un carré vert sur le visage. Vous voyez que il s'est perdu là, à un moment donné, au milieu de la rafale, et il revient sur le visage. Donc, c'était pas parfait, mais c'était quand même déjà pas mal, je trouve. Deuxième test où je me suis demandé finalement si le visage est plus petit, est-ce qu'il va le trouver, comment il va réagir, à quel moment il va la capter. Comme vous pouvez voir, il a été un peu perdu, quoi. Il l'a jamais vraiment capté, sauf à la toute fin. Donc, je repars avec la cible verrouillée, le visage qui prend une portion suffisante dans le cadre. Je fais des photos. Je vous les ai montrées, toutes ces photos-là sont 100% nettes, aucune difficulté pour lui. Donc j'ai voulu comprendre à quel point il fallait que le visage ou que le sujet soit proche ou distant pour que ça ne marche pas. Donc je vous montre ici à partir de quand il commence à détecter le visage. Donc pour l'instant, il n'a pas le visage. Là, maintenant, il a le visage. Donc il faut quand même que le visage soit moyennement grand. S'il est trop petit, clairement, un Canon R6, par exemple, fait bien mieux que ça. Mais si le visage est trop petit, il n'est pas du tout détecté. Et là, je ne parle, en fait, ce qui m'a étonné dans ces tests-là, c'est que là, je ne parle que du visage. C'est-à-dire que si vous voulez l'œil, il faut qu'il soit énorme dans la photo. Là, il n'y a toujours pas l'œil. Il n'y a toujours pas l'œil. Et il va falloir que je m'approche énormément pour qu'enfin il bascule sur l'œil. Donc, la détection des visages marche bien. La détection de l'œil, que ce soit des humains ou que ce soit des animaux, je trouve que ça marche, hein, mais il faut vraiment qu'il soit énorme pour que vraiment ça bascule sur l'œil. Donc à ce niveau-là, moi personnellement, j'ai été un peu déçu. Donc, on bouge un peu plus, on met des obstacles, on essaye de simuler des situations qui se rapprocheraient d'un contexte un peu plus sportif. On va voir comment ça se comporte. Et en fait, on va voir que les obstacles, c'est un vrai problème pour cet appareil photo. À chaque fois que j'ai un obstacle, et je connais les paramètres de sensibilité, de vitesse, tout ça, j'ai tout testé. Hein. Les +1, les -1, tout ce que vous voulez, j'ai tout testé. Les obstacles, il a tendance à rester collé sur les obstacles en permanence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu gênant. Donc vous êtes obligé de relever le déclencheur, de remettre le déclencheur, d'appuyer sur l'écran tactile pour lui dire « Non, non, mon sujet, il est là ». N'empêche que ça vous fait perdre quelques photos et parfois, c'est vraiment préjudiciable. Vous voyez, à chaque fois qu'elle est passée devant un obstacle, je l'ai quasiment perdu. Donc ici, je voulais voir à quel moment il allait la détecter. Vous voyez, il l'a pris, mais quand elle est à la moitié, quoi. Je trouve qu'il la prend un peu tardivement. Une fois qu'il l'a prise, vous posez aucune question. Quand il a le sujet, quand il sait où est le sujet, la mise au point, elle est toujours nette sur cet appareil photo. Là, à ce niveau-là, la mise au point, zéro problème. C'est vraiment un problème de est-ce que je vais arriver à identifier ma cible, est-ce que je vais arriver à la suivre? C'est ça qui est plus difficile. Donc ici, on va introduire des mouvements un peu plus erratiques, juste pour voir comment se fait le suivi. Alors, je ne le trouve pas extrêmement précis, n'empêche que ça suit quand même sa cible et que finalement, ça fait plutôt bien le job. Ici, je voulais voir de profil. Vous voyez que de profil, il a perdu le visage. Là, il se concentre plutôt sur le buste. Voilà, c'est vrai que là, j'ai enlevé mon doigt, je l'ai remis, mais c'est vrai que le tracking n'a pas été génial. Pour autant, regardez, hein, sur une scène comme ça, parfois, il a des performances qui sont étonnantes. De temps en temps, il se plante. C'est pas 100% parfait, mais c'est quand même déjà très bon. Mais ça marche ici parce que le visage est très proche et très avancé par rapport à moi. Dès que ça s'éloigne un peu plus et que mon sujet est plus petit, c'est un peu plus compliqué, je trouve, en termes de tracking. Parce que, vous voyez, quand même, si le visage est proche, on s'en sort plutôt pas mal. Ici, sur cette séquence-là, on l'a vu, hein, j'ai quelques photos floues, j'ai quelques hésitations. C'est pas 100% parfait, mais je pense que par rapport à ce que proposait déjà l'OM1 à la base, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution ce que propose ce capteur empilé. Donc voilà, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, je pense que c'est plutôt pas mal, mais c'est perfectible. Donc là, je vous ai montré beaucoup de tests sur des humains. Maintenant, on va avoir des tests en conditions animalières. Là, j'ai été un peu moins convaincu. En fait,
on va s'apercevoir qu'il met des boîtes absolument partout. On a l'impression d'être dans Matrix. Et on a des boîtes qui s'allument, qui clignotent, qui s'éteignent. Il passe d'un sujet à un autre. Il a énormément de mal à se concentrer sur un seul sujet. Il va passer devant, puis il va passer derrière. Et sincèrement, hein, j'ai fini par le désactiver. C'est-à-dire que là, je l'ai testé pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, je me suis dit, mais en fait, je ferais tellement mieux si j'avais pas toute cette intelligence et toute cette détection des sujets et des animaux. Parce que finalement, quand quelque chose est vraiment pas assez fiable, on finit par le désactiver, on met un collimateur. Cet appareil photo-là, en plus, il a une tonne de collimateurs et ça va vous permettre de faire la mise au point précisément. Moi, je trouvais que la détection animalière, elle marchait assez mal. Et puis, j'ai eu un problème prépondérant qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous ai dit juste à l'instant que les obstacles, c'était un problème pour cet appareil photo. Ici, il détecte qu'il y a 2 animaux. Il me met bien les 2 boîtes. Mais regardez, la mise au point, elle est sur l'herbe ici. Et ça, c'est un truc qui m'a frustré, vous imaginez même pas. Le nombre de photos que j'ai loupées, parce que en fait, il fait la mise au point sur l'herbe. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en détection des sujets des animaux. Il a la boîte sur les animaux et il fait le focus en permanence sur l'herbe. Vous voyez, toutes ces photos-là, elles sont sur l'herbe. Le rhinocéros, là, il est sur l'herbe. Et regardez celle-là, c'est incroyable. Elle est sur l'herbe. Vous voyez l'herbe ici qui dépasse, mais elle dépasse à peine. Et ça le perturbe encore et encore. Et ça, pourquoi? Pour le coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment gêné sur le terrain. Les obstacles, les choses qui sont un peu devant, on a vraiment l'impression qu'il veut se concentrer à tout prix sur ce qui est devant, sur ce qui est au plus proche. Même quand je lui demande ici de détecter les animaux et qu'il est capable de me mettre les boîtes, il est sur l'herbe, quoi. Et voilà, c'est vrai que ça m'a rendu dingue. Je vous montre cette séquence-là, je pourrais vous montrer 1 heure de séquence comme ça ne serait pas très intéressant. Mais c'est vrai que c'est vraiment pénible. Donc le fameux rhinocéros, vous voyez, il me met la boîte, il sait qu'il y a un sujet. Il me met même la tête. Et là, vous voyez bien mon collimateur, je suis plutôt... Et je ne comprends pas. Il est focus en permanence sur l'herbe. Donc voilà, par moment, vous voyez ici, je voulais qu'il accroche la tête. Pas facile d'accrocher la tête quand même. Hein. Il a beau me mettre le petit carré, ça n'arrête pas de bouger, vous voyez, ça fait un peu ce que j'appelle Matrix. Il passe d'une boîte à une autre. Allez, là, il est bien descendu avec la tête. Mais vous voyez quand même, c'est un peu difficile. Autre problème que j'ai rencontré avec cet oiseau-là, il identifie bien l'oiseau, il me met bien la box dessus, mais regardez sa pompe en fait. Prêtez attention au bokeh derrière, ça devient flou net, flou net, flou net, flou net, comme un autofocus de contraste, un peu comme un Panasonic ferait. Tout à l'heure, je vous parlais du GH5. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Panasonic, vous savez, qui fait cette vérification du focus en permanence qui n'est pas trop sûr. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a quand même vraiment étonné venant d'un autofocus de phase. Donc, voilà. Mais voyez, l'oiseau a décollé, il a suivi l'oiseau. Je vous le remontre. Hop, vous voyez, il a suivi l'oiseau. Ça, un Panasonic, il n'aurait pas fait. Hein. Donc, ça marche. Hein. Attention, hein. Les choses, je vous ai dit, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est un peu entre les deux. Donc, vous voyez, ici, je voulais qu'il me suive le singe. Il est passé sur les arbres. Après, il est passé devant. Maintenant, il est tout devant le singe. Alors, les photos sont là. Ça fait le taf. Mais c'est vrai que c'est quand même pas toujours très rassurant. Je vous montre cette séquence. Voilà, le singe saute. Il le rattrape. Ici, je voulais voir sur les yeux des oiseaux. Donc là, je suis en mode de détection oiseaux, qui est un mode à part de animaux. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup d'œil sur les oiseaux. Certes, ils voient la tête, mais les yeux, je pense qu'on n'en est pas là. Hein. On n'en est vraiment pas là. Donc voilà, là, il détecte bien mon sujet. Là, il met même l'œil, mais à la seconde où vous demandez la confirmation verte, vous avez juste la box qui englobe tout l'animal et il ne fait pas vraiment la mise au point directement sur l'œil. Donc, bon, les oiseaux qui volent pas, c'est bien, mais les oiseaux qui volent, c'est mieux. Alors, il est parfaitement capable de les suivre. Aucun problème. Je l'accroche, il est capable de me le suivre. Si l'oiseau n'est pas trop petit, si l'oiseau, vous voyez, comme ici, est un peu petit, on va avoir quand même pas mal de mouvements de pompage, comme on l'a eu avec la mouette juste avant. Et surtout, ces obstacles. La moindre branche, il va faire le focus dessus tout de suite. Et même parfois, il suffit d'une simple hésitation et hop, il va se perdre, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez ici, de nouveau, il perd le sujet très très rapidement. Là, voilà, là, il a perdu le sujet parce qu'il est passé juste à un moment donné devant une branche. Et pourtant, hein, je suis en sensibilité moins. De toute façon, j'ai essayé sensibilité moins, sensibilité plus, sensibilité zéro, tout ce que vous voulez. Je l'ai essayé.
Et vous voyez, là, toutes les photos sont propres. Mais vous voyez ici, il y a un oiseau au loin. Et à un moment donné, il va hésiter avec la boîte. Il va hésiter à aller sur l'autre oiseau. Je vous ai dit, il saute de boîte en boîte. Et là, il perd la mise au point complètement. Et là, c'est difficile de reprendre. Hein, parce que là, il n'y voit plus rien. Il est complètement perdu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu. C'est pareil, vous voyez ici, il est dans le ciel, aucun problème. Il commence à passer devant des arbres. Il est perdu. Il va sur les arbres. Donc là, j'essaye de le regagner. Je le regagne parce qu'il est sur le ciel. Mais s'il est sur un fond qui est plus chargé, plus difficile. Et là, regardez, il avait perdu avant d'arriver sur la branche. Je ne sais pas s'il avait anticipé le fait qu'il allait avoir une branche et qu'il allait falloir mettre l'autofocus dessus. Vous voyez, là, je le perds avant la branche. Hein. L'oiseau est ici, la branche est là. Ouais, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant parfois. Donc oui, on est sur un autofocus qui est capable, mais c'est quand même loin d'être parfait. Et parfois, c'est vraiment frustrant parce qu'on sent qu'il en a sous la pédale, que tout est là. Vous voyez là, pourquoi sur un petit oiseau comme ça pompe? Tout est là, mais malgré tout, parfois c'est insuffisant. Ici, j'ai attendu que ce cormoran, il décolle, il ne voulait pas décoller. Et je n'ai pas utilisé le mode génial que vous offre cet Olympus, qui est le mode Pro Capture. Le mode Pro Capture, ça vous évite ça. Vous êtes en train de... Il va décoller, il va décoller. Ah, trop tard, il a décollé. Et finalement, le mode Pro Capture, ça vous permet de garder les photos une seconde avant que vous appuyez sur l'obturateur. Et ça, c'est génial parce que finalement, toute la partie entre ça et ça, bah, je l'ai perdu ici. Si j'étais en mode Pro Capture, qui est un mode que je devrais toujours activer, mais là, j'étais en train de faire des tests, bah, j'aurais eu tout le détail du mouvement. Et ça, pour moi, c'est une vraie avancée que propose ce Olympus. Donc voilà, toujours ces boîtes un peu partout, toujours ces hésitations un peu difficiles. Ici, je voulais juste vous montrer, j'étais en train de concentrer sur les cigognes. Vous voyez, l'herbe devant là, les petites feuilles, les petites branches, ça le perturbe vraiment. Ça le perturbe vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai pas su arriver, je suis pas arrivé à communiquer avec lui pour lui dire arrête. Donc si je suis sur un fond simple, ça se passe bien. S'il y a plusieurs sujets, s'il y a un environnement complexe, s'il y a des obstacles, c'est vrai que c'est plus difficile. Pour autant, tout n'est pas à jeter. Hein. Il y a des trucs qu'il fait vraiment très très bien. Et surtout la mise au point. Quand il a votre sujet, quasiment zéro photo floue. Et ça marche très très bien. Vous voyez ici, par exemple, sur un ciel uni, il fait du bon boulot. Hein. Il fait vraiment du bon boulot. Il suit son sujet. Il met la tête en plus. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Aucun Olympus aurait pu faire ça avant. Vous voyez, sur ce sujet-là aussi, ça fait plutôt bien le travail. Là, toutes les photos, elles sont nettes. Hein. Nickel. Hop, un exemple. Ah voilà, et là, malheureusement, il a perdu le singe. Un autre exemple frustrant. Vous voyez, là, il arrive bien à me le suivre. Il n'y a rien devant. Il y a une petite herbe de rien du tout. Mais vous ne la voyez même pas là pour l'instant. Voilà. À cette seconde-là, il va faire le focus sur l'herbe. Alors qu'il sait dans le carré que le singe, il est là-bas. Mais il est perdu. Et là, vous voyez, la photo, bah, c'est mort. Je ne peux pas la récupérer. Et voilà, maintenant qu'il va sortir de l'herbe, bah, mon sujet, il a été perdu. Et ça, c'est quand même un peu frustrant. Donc, je voulais juste vous montrer quelques rafales en animalier. Par exemple, celle-ci. Vous voyez, à la seconde où il sort de l'herbe, tout de suite, le focus, il est acquis. Et là, toute cette rafale-là, vous voyez, pourtant, là, le sujet, il est quand même assez proche de moi. 100% net. Toutes les photos sont nettes. Donc voilà, ça fait quand même plutôt bien le job, mais à la seconde, vous voyez là, où il commence à voir les herbes, donc celle-là, elle est nickel. Et là, malheureusement, bim, il est en train de shifter sur les herbes. Et c'est frustrant. C'est très, 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 très frustrant. J'ai mesuré la dynamique des fichiers RAW, je l'ai mesuré à 10.5 stop, ce qui est excellent. C'est excellent pour le coup en photo. C'est digne en fait d'un capteur APS-C. Donc vraiment, à ce niveau-là, en termes de dynamique, ils ont fait du bon boulot. Si vous voulez faire du paysage ou ce genre de choses-là, franchement, ça fait bien le job. Et la montée en ISO, bah, pas terrible. En obturation mécanique, vraiment pas terrible. Et genre pas terrible, moins bien, encore une fois, que l'ancienne génération du EM1 Mark III. Donc étonnant. Sauf qu'en fait, c'est qu'une partie de l'histoire. Parce que vous activez l'obturateur électronique et elle devient excellente. Et en fait, j'ai jamais vu une telle différence entre un obturateur mécanique et un obturateur électronique. Pourquoi ça impacte autant la montée en ISO?
Là encore, on se demande vraiment s'ils ont bossé sur une partie prioritaire et s'ils n'ont pas délaissé l'autre. Donc, en obturation électronique, à 12800 ISO, c'est vraiment propre et c'est utilisable. Et regardez l'écart que vous trouvez avec le EM1 Mark III, c'est considérable. Et c'est même un poil meilleur que ce que propose le Panasonic GH6. Capteur empilé, ça vous garantit un excellent rolling shutter. Eh bien, pas tant que ça. Tout à l'heure, en vidéo, je vous ai dit que c'était le meilleur du monde. Et là, en photo, pas tant que ça. Moi, je l'ai mesuré à 1 centième de seconde. C'est plutôt bon. Mais quand je dis que c'est pas tant que ça, c'est que c'est quand même assez loin que ce que proposent les autres capteurs empilés. Un 270e de seconde sur le Nikon Z9, sur le R3, sur le A1. Ça a forcément des conséquences d'avoir un rolling shutter qui est aussi éloigné des autres capteurs empilés. Typiquement, j'ai fait un concert avec le OM1 et je voulais être le plus discret possible. Et j'ai utilisé l'obturateur électronique. On va pas se mentir, c'était une catastrophe. On le voit direct sur l'écran au moment de viser, je vous montre, ça m'a fait peur. Et donc, j'ai regardé les photos, et clairement, sur les photos, on voit des bandes, mais dans tous les sens. Il ne peut pas y avoir plus de bandes que ça, quoi. Ça m'a vraiment, vraiment étonné, parce que c'est le propre d'un capteur empilé, d'être capable, justement, d'affronter des scènes que les autres capteurs ne peuvent pas affronter grâce à son rolling shutter. Et ici, il n'en était pas du tout le cas. J'avais le Sony A1 en même temps. Il n'avait aucun problème, quoi. On voyait une ou deux micro-bandes. Enfin, là, c'est gigantesque, quoi. Évidemment, on a toujours l'option de rebasculer en obturation mécanique. Et là, le problème, il est résolu. Mais c'est quand même un peu décevant d'avoir un capteur empilé et d'en être réduit, finalement, à faire comme les autres appareils photo. D'autant plus que, rappelez-vous, la montée en ISO est bien meilleure en obturation électronique qu'en obturateur mécanique. Donc vous vous retrouvez en basse lumière, vous vous retrouvez à devoir monter dans les ISO, obligé de faire du bruit avec votre obturation mécanique alors que vous aviez un capteur empilé qui vous donne envie d'utiliser l'obturation électronique. Et en plus, vous avez une montée en ISO qui est moins bonne que si vous pouviez utiliser l'électronique. Donc c'est quand même un point qui est rageant. En tout cas, voilà, point positif. Lors du concert, l'autofocus n'a eu aucune difficulté à faire la mise au point. C'est instantané, c'est précis et ça a toujours fait le job. Et j'ai aucune photo floue d'ailleurs sur toutes ces photos-là. Donc on peut que dire très bon. En termes d'autofocus, quand il sait où faire la mise au point, je vous l'ai dit, franchement, il n'y a aucune photo floue. La dynamique est bonne, la montée en ISO est plutôt agréable. Ça fait le job quand même. Un mot sur le boîtier, c'est du Olympus, pur jus. Il n'y a pas vraiment d'innovation ou de révolution, si ce n'est le viseur. Là, le viseur, pour le coup, ils ont fait fort. Il est excellent. Il est très confortable, très agréable. Vraiment, c'est une énorme avancée, je pense, par rapport aux anciens Olympus. J'avoue que j'ai un peu du mal à en dire autant de l'écran, notamment. Je trouve que le tactile, il est toujours aussi mauvais. Il est peu réactif. On a des menus qui sont toujours pas compatibles avec le tactile, malheureusement. Tout ça, ça fait un peu vieillot. Je pense que, voilà, ils ont bossé sur autre chose. C'est vrai que le menu, maintenant, il fait très Sony. J'ai l'impression de revoir les anciens Sony avant qu'ils changent de menu. Je suis quand même déçu de ne pas pouvoir utiliser le tactile mieux que ça. Je trouve que quand on appuie, on a un temps de réaction qui n'est pas toujours génial. Parfois, il ne réagit pas du tout. C'est vrai que le viseur, excellente avancée. L'écran, je trouve que un peu moins. Pour le reste, le OM1, je trouve qu'il n'apporte pas de grandes nouveautés. On bénéficie de l'héritage, de l'ADN Olympus, j'ai même envie de dire du génie Olympus, qui est le seul à mettre autant d'intelligence dans un appareil photo. Donc vous retrouvez le Live ND, il va un tout petit peu plus loin qu'avant. Mais par exemple, il ne marche toujours pas en vidéo. Il marche en photo, évidemment. On comprend pourquoi, mais c'est vrai que ça aurait été cool qu'ils trouvent une solution pour le faire marcher aussi en vidéo. On a toujours, si vous faites de l'astrophotographie, tout ce qui est Starry, Sky, AF, tout ça, ça y est toujours. Le Live Composite, ça y est toujours. Le Focus Stacking pour faire de la macro ou pour faire de la photo d'objet, ça y est toujours. Vous avez le Pro Capture dont je vous ai parlé. On a le mode haute résolution qui va vous faire profiter de la stabilisation qui est incroyable pour vous donner une photo haute résolution, mais il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. Moi, je trouve que ce n'est pas des modes qui sont très utiles, ça. Le Pro Capture, je vous en ai parlé, pour moi, ça c'est indispensable. Ça va vous sauver une tonne de photos. On a le nouveau menu, qui je trouve est quand même bien meilleur que l'ancien menu, qui avait un menu fourre-tout, que j'avais notamment sur le EM1 Mark III. Vraiment, je trouve que le menu est plus sympa. Et on a toujours la tropicalisation qui permet de le passer sous l'eau. C'est la meilleure tropicalisation sur le marché. Donc ça fait bien son taf quand même. Donc tout ça,
pour moi, c'est du pur génie. C'est quelque chose qui a fait l'ADN d'Olympus. Tous les appareils photo rêveraient d'avoir ces fonctions-là. Moi, je ne vais pas vous mentir. Sur mon Sony ou sur mon Canon, j'adorerais avoir toutes ces fonctions-là. Un mot sur la batterie, qui est nouvelle. OM System. Franchement, super taf. Exceptionnel. Moi, j'ai pu shooter jusqu'à 2 jours sans devoir recharger la batterie. Donc, aussi bien en photo qu'en vidéo, c'est une batterie qui fait parfaitement le taf. Reste le prix, 2200 €. À ce prix-là, si vous vous débrouillez bien, bah, vous arrivez à obtenir un Canon R6 plein format, quoi. Et alors, dans le Canon R6, il y a exit tout l'ADN Olympus. Hein. Vous n'allez pas pouvoir mettre vos objectifs tout petits, vous n'allez pas avoir la tropicalisation qui passe sous l'eau, vous n'allez pas avoir le Live ND, le Starry, le Live Composite, le Focus Stacking, le mode haute résolution, le Pro Capture, tout ça, évidemment, vous n'avez rien de tout ça dans le Canon R6. On est bien d'accord. Mais c'est un capteur plein format, ça lui donne un avantage indéniable. Et puis, il n'a pas de capteur empilé, mais croyez-moi, l'autofocus d'un Canon R6 est bien supérieur à ce que j'ai vu sur ce OM1 qui certes propose du 50 images par seconde avec quelques objectifs, mais que pendant 2 secondes. Et il est quand même régulièrement perdu parce qu'il ne sait plus exactement où donner de la tête. Ça n'arrive pas du tout à un Canon R6, vous pouvez me croire. Donc je me suis rarement pris la tête autant avec un boîtier. Il est parfois génial et il est parfois ultra frustrant. Franchement, tout est là. Je pense que la base, elle est bonne. Mais on a quand même l'impression que certaines parties ont un goût d'inachevé. Il y a vraiment matière, je pense, à faire des mises à jour de firmware qui vont être costauds, parce que je pense vraiment qu'il en a la capacité. Au moment de conclure, bah voilà, soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous voyez le verre à moitié vide, c'est à vous de choisir. C'est le 4e capteur empilé du marché de la photo. Il succède au prestigieux Sony A1, Canon R3, Nikon Z9. Et je ne peux pas m'empêcher d'être un peu déçu. En fait, c'est la première fois que je vois un capteur empilé qui finalement fait moins bien qu'un autofocus d'un Canon qui a un capteur non empilé. Pour moi, c'est des lacunes qui sont 100% software. Je pense que ce capteur, il est très très loin d'être exploité à sa juste valeur. Donc, il y a quand même un goût d'inachevé. Mais voilà, si vous avez un EM1 Mark III ou un autre Olympus, par rapport aux précédentes générations, waouh, en termes d'autofocus, sincèrement, il n'y a pas photo, quoi. Il y a vraiment une révolution de l'autofocus qui est apportée par ce OM1, et ça, c'est la réalité. On a aussi de la 4K60 que vous n'aviez pas avant, donc on a une rafale de 50 images par seconde. Franchement, ça donne quand même une option cool pour continuer à profiter de ces objectifs Olympus, de toutes les fonctions géniales qui sont uniques à ces boîtiers. Et ça, c'est plutôt cool parce que Olympus n'est pas mort. Alors, partant au-dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, ça me permettra de jauger si ça vaut encore le coup de continuer à vous faire des vidéos sur tout ce qui est matériel micro 4 tiers. À bientôt dans une nouvelle vidéo, salut!